La situation dans laquelle se trouve Laffy, cette fois, n'a rien à voir avec son combat contre Kaido, et la raison pour laquelle il devra sacrifier son œil pour s'en sortir va être choquante. Laffy a été suspendu à un arbre, exactement comme le dieu Odin dans la mythologie nordique, et cet arbre était Yggdrasil, l'arbre monde, dont s'inspire l'arbre Adam d'Elbaf. Et maintenant, ça devient inquiétant, car Odin avait autrefois sacrifié son œil, exactement comme Laffy voulait sacrifier le sien au chapitre 1 pour pouvoir partir en mer avec Shanks. Les paroles d'Eiichiro Oda à ce sujet font froid dans le dos, puisqu'il a déclaré que vers la fin de One Piece, un pirate portant un cache-œil apparaîtrait, et il a même dessiné Laffy avec un cache-œil sur l'œil qu'il s'était déjà blessé. Alors, pendant que nous attendions tous l'apparition d'un pirate avec un cache-œil, le pirate que nous attendions depuis tout ce temps était en réalité Laffy, qui va sacrifier son œil. Et si c'était justement le prix à payer pour que Laffy obtienne une puissance immense? Car dans la mythologie nordique, Odin est resté suspendu pendant 9 jours à Yggdrasil, l'arbre monde, et cela lui a permis d'obtenir une immense puissance ainsi qu'une grande sagesse. Les Chandial avaient déjà expliqué dans le flashback de Noland, les âmes de leurs morts continuent de vivre dans leurs arbres, ce qui voudrait dire que l'arbre Adam abrite d'innombrables âmes âgées de plus de 1000 ans. Et la deuxième fois qu'Imu a transpercé Laffy, Imu a utilisé une arme qui se nourrit d'énergie vitale. Et puisque cette épée n'a pas seulement transpercé Laffy, mais aussi l'arbre Adam, plus précisément l'une de ses branches, toutes les âmes de l'arbre Adam sont désormais tirées vers l'endroit où se trouve Laffy. Et si, c'était précisément pour cette raison que Laffy allait sacrifier son œil, afin d'absorber cette puissance colossale? Seulement 0,01% d'entre vous me suivent, alors abonnez-vous enfin. Car à première vue, ce n'était pas uniquement le fruit du démon de Hey-Boy qui le rendait aussi dangereux pour le gouvernement mondial, mais quelque chose de totalement différent, une force mystérieuse en lui dont nous avons aperçu une petite partie sur Egghead. Sous la forme de son acquis des rois, Kaido a justement dit quelque chose de très important à ce sujet pendant son combat contre Laffy, car lorsque Laffy était complètement déchaîné en Jar 5, il lui a dit qu'un fruit du démon à lui seul ne suffisait pas pour conquérir le monde. Roger a réussi à atteindre le sommet uniquement grâce à son acquis, donc grâce à son acquis des rois. Mais d'où venait cette puissance incroyable de Hey-Boy? Ce acquis n'avait même plus rien de normal. On aurait dit que 10 Shanks utilisaient leur acquis des rois en même temps. Dans le livre sacré Harley, nous avons appris qu'il existait 3 mondes, et nous pensons que le véritable dieu du soleil Nika vivait dans le premier monde, tandis que Hey-Boy vivait dans le deuxième monde en tant que deuxième dieu du soleil Nika. Nous avons même des informations sur cette époque, puisque Hey-Boy aurait autrefois affronté à Elbaf, un dieu de la guerre, possédant le même fruit du démon que Loki. La puissance de Hey-Boy pourrait donc aussi venir du fait qu'il aurait lui-même été suspendu à l'arbre Adam et aurait ainsi absorbé toutes les âmes présentes dans cet arbre. Mais en 800 ans, de nouvelles âmes se sont évidemment ajoutées, et c'est maintenant au tour de Laffy d'obtenir une puissance encore plus grande concernant Imu. Personne n'a remarqué que ses pouvoirs ne proviennent absolument pas de son fruit du démon, mais qu'Imu n'est devenu aussi puissant qu'après avoir reçu ses tatouages. La véritable raison pour laquelle Imu a craché du son lorsqu'il a été invoqué à Elbaf, c'est que la source de ses pouvoirs se trouve à Marie-Joise et qu'il s'en était éloigné. Sur la fresque d'Elbaf, nous voyons tout le monde combattre Imu, tandis qu'Imu tient le soleil dans sa main. Pourtant, sa source d'énergie ne peut pas être la Mother Flamme, puisqu'ils ne l'ont récupéré de Vegapunk que récemment et que, par exemple, à Ohara, ils étaient incapables d'utiliser l'arme anti-Uranus. Mais lorsqu'on regarde précisément l'emplacement de Marie-Joise, on comprend ce que représente réellement le soleil de la fresque, car l'arbre rive s'étend de la mer jusqu'à Pangaea, en traversant même Jedlane, qui est probablement le cadavre du serpent des enfers. Si l'on croit les Chandial lorsqu'ils disent que les âmes des morts continuent de vivre dans les arbres, alors l'arbre rive est l'arbre le plus puissant de One Piece, car il n'abrite pas seulement l'âme du serpent des enfers, mais également celle du dieu du soleil Nika, ce que l'on peut déduire grâce au chapeau de paille qui se trouve à Marie-Joise. Mais ce n'est toujours pas tout. Les âmes des 19 rois dont les armes entourent le trône vacant se trouvent elles aussi dans cet arbre. Nous avons vu qu'Imu possède une épée qui se nourrit d'énergie vitale et qui lui a permis d'absorber sans problème l'énergie de l'arbre rive. C'est précisément ce jour-là qu'Imu a également reçu son mystérieux tatouage qui le relie à l'arbre rive, ce qui explique pourquoi il a saigné après avoir été invoqué à Elbaf. Il avait été séparé de sa source d'énergie. Autrement dit, l'arbre rive, personne n'a compris qu'il faut réellement être un roi pour posséder le acquis des rois et que la puissance du acquis des rois dépend de ses propres subordonnés. Doflamingo, par exemple, a éveillé le acquis des rois dès son enfance et s'il le possède, c'est parce qu'il est un descendant direct du roi Don Quixote, l'un des 20 rois ayant fondé le gouvernement mondial. Lorsque les alliés de Laffy à Dressrosa ont vaincu l'équipage de Doflamingo, le acquis des rois de Laffy est devenu plus puissant et il a finalement battu Doflamingo. Chaque roi possède des subordonnés et plus ceux-ci sont puissants, plus le acquis des rois du roi est puissant lui aussi. On peut très bien l'observer avec Shanks, c'est l'empereur possédant le acquis des rois le plus puissant parce que son équipage est lui aussi le plus puissant de tous. Le acquis des rois ne serait donc rien d'autre que de l'énergie vitale, ce qui expliquerait pourquoi Imu organise tout
tous les 3 ans des jeux de chasse durant lesquels des centaines de milliers d'humains ou de membres d'autres races sont tués afin d'utiliser leurs âmes comme énergie vitale pour Imu et de lui donner un acquis. Des rois quasiment illimités. Roger, tout comme Imu, crachait lui aussi du sang et le cachait à ses alliés. Et l'histoire selon laquelle Roger souffrait d'une maladie était un mensonge depuis le début. Nous avons appris que Gaban, entre autres, avait conduit Roger dans un hôpital, mais que les médecins étaient incapables de comprendre ce qui n'allait pas. Même après avoir recruté Crocus, qui est devenu leur médecin de bord, ils ne savaient toujours pas ce qu'il avait et pensaient qu'il souffrait d'une maladie inconnue et incurable. Mais en réalité, le acquis des rois de Roger était devenu si puissant que son corps ne pouvait plus supporter toute cette énergie et commençait à se détruire de l'intérieur. Roger l'a pratiquement dit lui-même lorsqu'il se trouvait sur l'Aftal. Il n'était pas l'élu, mais il avait malgré tout réussi, d'une manière ou d'une autre, à atteindre le sommet. Tout comme Imu n'est pas le roi légitime du monde et n'aurait jamais dû posséder toute l'énergie de l'Arbrive. Roger s'est retrouvé lui aussi dans une situation où son corps n'aurait jamais dû recevoir toute l'énergie vitale qu'il avait accumulée sous forme de acquis des rois, ce qui explique pourquoi son corps s'est désagrégé. Même maintenant, ça devient vraiment passionnant, car Oda a placé dans les arcs précédents d'innombrables foreshadowings annonçant les événements de l'arc Elbaf. Ce foreshadowing de l'arc Gilobaknous révèle ce qui arrivera à la fille après avoir été poignardée par Imu, après avoir perdu son combat contre Moria. La fille a reçu 100 ombres de Lola et de son équipage que son corps a absorbé. Lola nous avait alors expliqué que plus la volonté d'une personne est grande, plus son corps est capable d'absorber d'ombre. Et dans le cas de la fille, il est devenu tellement plus puissant qu'il a pu affronter sans problème aussi bien Moria qu'Oz. Le fait que la fille soit actuellement suspendue à l'arbre Adam est une référence à la légende d'Odin, qui est resté suspendu 9 jours à Yggdrasil, l'arbre monde, avant d'obtenir une immense puissance. Cette fois, la fille ne recevra certes pas 100 ombres, mais probablement des milliers d'âmes qui se trouvaient dans l'arbre Adam et qui, grâce à l'épée d'Imu se nourrissant d'énergie vitale, vont passer dans le corps de la fille afin qu'il puisse toutes les absorber. Nous allons donc obtenir une sorte de Nightmare la fille 2.0, et cette version va dépasser toutes les limites, au point de devenir tellement puissante que nous n'en croirons pas nos yeux. Sa neurona Imu va connaître le même sort que Moria dans son combat contre la fille, alors qu'Imu pense actuellement avoir vaincu la fille. La fille va absorber les âmes présentes dans l'arbre Adam et revenir encore plus puissant. Imu ne sera absolument pas préparé à ça et tout comme Moria s'est fait écraser par Nightmare la fille, Imu sera gravement blessé. Mais comme le power-up de la fille ne durera qu'un temps limité, la fille finira par retrouver sa forme normale. Terrifié par cette puissance immense, Imu va évidemment perdre complètement le contrôle et récupérer toute l'énergie disponible autour de lui, donc celle des chevaliers divins, afin de vaincre la fille une bonne fois pour toutes. Et ce sera justement son erreur. L'énergie que possède Imu vient à l'origine de l'Arbrive, et cette énergie est déjà beaucoup trop importante pour son corps, raison pour laquelle il a craché du sein lors de son invocation à Elbaf. S'il absorbe ensuite toute l'énergie des chevaliers divins, ce sera exactement comme Moria lorsqu'il avait absorbé beaucoup trop d'ombre. Après avoir reçu les coups de la fille, il les avait toutes recrachées, et ce sera exactement pareil pour Imu quand la fille commencera à le frapper. Les âmes de l'Arbrive et des chevaliers divins sortiront de son corps, et Imu devra fuir jusqu'à Marie-Joise. À votre avis, qu'est-ce qui attend Imu là-bas? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que Barbe Noire l'attendra, ou peut-être même Dragon? Après tout, l'armée révolutionnaire a déjà complètement coupé la provision alimentaire de Marie-Joise, au point que les dragons célestes sont en train de mourir de faim. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'Imu et Dragon ne sont en réalité pas si différents. Monkey des dragons possède, tout comme Imu, un tatouage au niveau de l'œil gauche, et le fait qu'il ne l'ait obtenu qu'après la destruction d'Ohara change absolument tout. Oahra abritait l'arbre de la connaissance qui avait plus de 5-0. Après l'Arbrive et l'arbre Adam d'Elbaf, c'est probablement l'arbre le plus important de One Piece, puisqu'il contient les âmes des personnes ayant consacré leur vie à la recherche du savoir. Et même si l'arbre de la connaissance a brûlé lors du buste école, ses racines ont survécu, ce qui aurait permis à un dragon d'absorber toutes les âmes présentes dans cet arbre, exactement comme Imu l'a fait avec l'Arbrive. C'est aussi pour cette raison qu'il aurait reçu son tatouage au niveau de l'œil gauche juste après avoir visité Oahra et y avoir rencontré Vegapunk. Vegapunk a même confirmé que les âmes existent réellement et qu'elles pèsent 20 R, ce qui signifie qu'il pourrait même être celui qui aide des dragons à absorber toutes ces âmes dans son corps. Celui qui pense sérieusement que le thème des arbres ne va pas complètement envahir One Piece a perdu la tête, car quelque chose de bien plus important que ce que vous imaginez actuellement se cache derrière tout ça, car la famille de Monkey D, la fille est originaire de Chandora, et Kalgara est l'un de leurs ancêtres directs. Non seulement Dragon ressemble énormément à Kalgara, mais on voit également que la fille ressemble beaucoup à Seto, le fils de Kalgara. Dans la version japonaise originale, Dragon et Kalgara ont même le même doubleur. Dragon possède également un tatouage autour de l'œil exactement comme les Chandia, et il est même de la même couleur que celui de Kalgara. Nous avons même vu Garp porter un bonnet en forme de chien, tout comme les Chandia utilisent aussi des animaux comme couvre-chef. Mais maintenant, ça devient inquiétant. La toute première attaque que nous avons vue de Garp était
c'est également la toute première attaque que nous avions vue de Calgara. Dans les deux cas, ils ont lancé une énorme boule de fer sur un navire. En plus de ça, le dieu du soleil a été mentionné pour la toute première fois dans One Piece par la fille de Calgara avant que son propre descendant Laffy ne devienne plus tard le nouveau dieu du soleil. Mais maintenant, ça devient vraiment inquiétant, car Wape avait déclaré que seul un descendant de Calgara pouvait faire sonner la cloche d'or. Et au final, c'est Laffy qui a vaincu en et fait sonner cette cloche d'or. Et maintenant, vous allez complètement perdre la tête, car sur la couverture du tome 27 de One Piece, nous voyons Laffy au premier plan avec les ailes des Shandia et son œil gauche est fermé. L'œil qu'il va sacrifier afin d'absorber les âmes de l'arbre Adam et ainsi pouvoir tenir tête à Imu. Eiichiro Oda avait donc prévu tout cela depuis toutes ces années. Si vous pensez que c'est déjà complètement fou, soit vous n'avez pas regardé l'arc Skypiea, soit vous n'avez tout simplement pas fait attention à tous les indices. Le dieu du soleil Nika et les trois autres dieux mentionnés dans l'arc Skypiea ont en réalité été transformés en animaux, raison pour laquelle les Shandia traitaient également les animaux comme des dieux, et le responsable n'est autre que le gouvernement mondial. En particulier San Renaime, nous avons déjà vu à Dressrosa que des fruits du démon de ce genre existent avec 00100, capables de transformer les mains en jouets et de faire disparaître les souvenirs que les autres avaient d'eux. Donc, si le gouvernement mondial possédait quelqu'un avec un pouvoir similaire capable de transformer des mains en animaux, il aurait pu transformer ses plus grands ennemis, notamment Eboy, son équipage et peut-être d'autres personnes en animaux, faisant ainsi disparaître tous les souvenirs les concernant. Le dieu du soleil Nika a presque certainement été transformé en singe, ce qui correspondrait d'ailleurs parfaitement au nom de famille de Laffy. Mais Umesha aurait lui aussi pu être humain autrefois, tout comme Biblo, la chouette d'Elbaf, pourrait être en réalité Louis Arnaud si les poneglyphes ont été gravés. Ou si Louis Arnaud a écrit autant de livres, c'est peut-être justement parce qu'il voulait empêcher leur nom d'être effacé de l'histoire de la même manière que Doflamingo a pris le contrôle de Dressrosa et en est devenu le nouveau roi. C'est à peu près ainsi que j'imagine Inu et le gouvernement mondial avoir vaincu l'ancien royaume. Doflamingo sera libéré du niveau 6 d'Appel Down, promu chevalier divin et recevra même une des armes des 20e rois fondateurs du gouvernement mondial, ce qui le rendra si puissant qu'il deviendra l'adversaire final de Trafalgar et Waterloo. Sur Elbaf, nous avons vu que Sommet et Killingham ont tous et deux reçu les armes de leurs ancêtres. Sommet a reçu l'épée Gram qui appartenait au roi Shepard, tandis que Killingham a reçu la lance du roi Rimoshifu appelé Longinus. Dans toute l'histoire de One Piece, il n'y a probablement jamais eu de roi plus maléfique que le roi Don Quixote, l'ancêtre de Doflamingo. Et puisque nous n'avons vu aucun chevalier divin appartenant à la famille Don Quixote, il n'existe actuellement aucun détenteur légitime de l'épée de Don Quixote. Après que Loki a refusé son invitation à rejoindre les chevaliers divins, il leur manque donc un membre et Doflamingo serait le remplaçant parfait. Car Rimu semble avoir déjà été indirectement en contact avec Doflamingo auparavant, l'ordre d'éliminer Moria venait en réalité d'Imu. Vu l'immense intérêt de Doflamingo pour le fruit du bistouri, on peut dire que son véritable objectif était d'échanger son corps avec celui d'Imu afin de devenir lui-même le roi du monde. Cela signifie qu'il ne refuserait certainement pas une telle offre, puisqu'elle lui donnerait une quantité énorme de puissance, le faisant redevenir un véritable antagoniste dangereux et permettant enfin à l'autre d'obtenir sa véritable vengeance lors d'un combat à pleine puissance contre lui, puisqu'on parle déjà de Laffy, de ce qui va lui arriver et même des chevaliers divins. Nous devons aussi parler de Sanji et Zoro, car leur situation actuelle n'est pas vraiment meilleure. Non seulement nous avons vu dans une couverture demandée par un fan Laffy, Sanji et Zoro sous la forme de singes avec les trois ayant l'air blessés, alors que nous connaissons déjà la situation de Laffy, mais beaucoup pensent aussi que Laffy, Sanji et Zoro vont être complètement mis hors combat dans cet arc, mais en regardant plus attentivement, Sanji et Zoro sont en réalité sur le point de subir une énorme transformation. Accrochez-vous à quelque chose parce que vous n'allez pas en croire vos yeux. Zoro va parvenir à absorber le haki des rois de Kozuki Oden présent dans Enma, et Scope Gaban ressentira même le retour de son vieil ami. Enma se nourrit d'énergie vitale exactement comme l'arme d'Imu, et cette lame a autrefois absorbé le haki des rois de Kozuki Oden. Le père d'Oden, l'ancien shogun du pays des Oa, a dit à Zoro qu'Enma était sur le point de devenir une lame noire. Est-ce que cela signifie que toute l'énergie vitale de Kozuki Oden sous forme de haki des rois se trouve encore aujourd'hui dans Enma? Ainsi, pendant que la fille absorbe l'énergie vitale de l'arbre Adam afin de devenir plus puissant, Zoro pourrait absorber l'énergie vitale présente dans Enma, appartenant à Kozuki Oden et à ses adversaires afin de devenir lui aussi plus puissant. Dans la mythologie nordique, Odin a obtenu une immense puissance après avoir sacrifié son œil gauche, et Zoro est tout simplement revenu de l'ellipse avec une cicatrice sur son œil gauche. Et ce que Miracle a justement préparé à être capable d'absorber des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas, cela aurait du sens car Zoro possédait Shuzui, qui est une lame noire, et s'il peut absorber l'énergie vitale de cette épée, il obtiendra tout simplement les pouvoirs de Rima et de ses adversaires, qui étaient probablement parmi les plus grands épéistes de tous les temps, ce qui lui permettrait enfin d'ouvrir son œil gauche. Nous n'avons encore jamais vu les deux
deux yeux de Sanji en même temps. Et la raison serait qu'il est né incomplet et qu'il se complète lentement. Sanji est probablement l'un des personnages les plus surpuissants de One Piece, mais presque personne ne s'en rend compte. Son power-up à Onigashima n'était en réalité que le commencement de quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai manipulé les gènes de ses enfants en utilisant différentes races, notamment les Lunaria dans le cas de Sanji, ce qui permet à Sanji de créer du feu comme ça, naturellement. Les cheveux d'Imu cachent son œil gauche exactement comme ceux de Sanji, et ce n'est pas un hasard. Si nous partons du principe que la source d'énergie d'Imu est l'arbre Eve, alors Imu a reçu son tatouage sur l'œil gauche après avoir absorbé la force vitale de cet arbre. Sanji est l'exact opposé d'Imu. Alors qu'Imu devait absorber de l'énergie provenant d'une autre source, Sanji possède cette énergie depuis sa naissance et doit simplement l'éveiller. Et nous avons vu que son œil gauche, ou plus précisément son sourcil, avait changé après qu'il n'a éveillé qu'une petite partie de ses gènes à Onigashima. Puisque l'ancêtre de Sanji était le roi de North Blue, il éveillera presque certainement le Haki des rois, ce qui lui permettra d'activer complètement ses pouvoirs cachés, autrement dit ses gènes. Et cette fois, ce ne sera pas seulement le sourcil de Sanji qui changera, car il pourrait même recevoir un tatouage exactement comme Imu maintenant, c'est à vous de jouer. Les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. Laissez un pouce bleu sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. J'ai consacré énormément d'efforts à cette vidéo, alors ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez faire ça pour moi. N'hésitez pas non plus à rejoindre notre serveur Discord. Les 100 premiers membres recevront, dans tous les cas, un rôle spécial une fois que le serveur Discord sera enfin complètement terminé. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Écrivez arbre dans les commentaires et on se retrouve la prochaine fois sur ma chaîne.